je vous partage un autre diaporama qui présente un sommaire des outils qui ont été développés dans le cadre du projet Résido. Alors, donc, vous vous rappelez que dans le projet Résido, j'avais quelques questions auxquelles qui m'interpellaient et les outils du projet Résido permettent de répondre à ces questions. Donc, je vous les résume. Premièrement, quel sera le coût du loyer à prévoir lorsque j'habiterai dans une résidence? Quel est le taux d'augmentation annuel du loyer à prévoir dans la planification financière de retraite? Quelle sera la proportion de mes revenus consacrés au logement et quels ajustements dois-je faire à ma planification financière de retraite pour tenir compte des besoins de logement et de l'évolution du prix des loyers dans les résidences? Donc, ce sont les questions auxquelles les outils que j'ai préparés permettent de répondre. Les outils que j'ai préparés, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils intègrent les données provenant des rapports sur les résidences pour personnes âgées qui ont été publiés par la SCHL, ainsi que les tableaux de Statistique Canada là, portant sur le taux d'inflation au Canada. Alors, ces deux sources de données-là ont été amalgamées et intégrées à l'intérieur des outils que j'ai développés, qui sont des outils faits avec Excel. Et ces données-là ne sont pas intégrées de façon aléatoire. Ils sont agrégés par année, donc on a l'information agrégée d'une année à l'autre. Alors, la première version des outils que j'ai fait avec Résido portait sur la période de 2015 à 2019. Maintenant, les résultats de 2020 sont sortis. Alors, j'ai donc modifié les outils en faisant une mise à jour. Maintenant, les données qui sont disponibles avec les outils que j'ai préparés vont de la période de 2016 à 2020 et on pourra continuer ainsi à mettre à jour les outils d'année en année. Quelles sont les données qui proviennent des rapports de la SCHL qui sont intégrés dans les outils que j'ai préparés? Ben, il y a trois données essentiellement. Il y a le prix moyen des loyers et le taux d'inoccupation des logements. Le taux d'augmentation du prix des loyers n'est pas indiqué dans les rapports sur la SCHL. Ils sont inclus dans les outils par une formule de calcul tout simplement et c'est possible parce que à l'intérieur des outils, j'intègre les données de plusieurs années. Donc, avec une formule toute simple, on est capable de calculer le taux d'augmentation du prix des loyers. Et c'est une donnée qui est un peu particulière parce que elle est manquante dans les rapports de la SCHL. Jamais il ne mentionne le taux d'augmentation du prix des loyers, même s'il y a une soixantaine de pages et une vingtaine de tableaux statistiques. Cette donnée-là, elle est importante et elle est manquante dans les tableaux de la SCHL. Maintenant, ces données-là, ces trois données-là qu'on retrouve dans les outils, ils sont regroupés pour la province, par région administrative et par territoire. Alors, dans les grandes régions, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 territoires selon la région. Ensuite, ces données-là sont regroupées par type de logement. Les types de logements qu'on retrouve, ça va être la chambre individuelle, le studio ou un appartement à une chambre ou à deux chambres. Et également, ils vont être regroupés par type de résidence et par type de place. Alors, il y a plusieurs types de résidences qui offrent plusieurs types de places, donc on va pouvoir faire la discrimination dans les autos, dans les outils selon ces regroupements-là. Les données, donc, sont agrégées dans les outils et la SCHL a découpé le marché des RPA en trois grandes familles, trois grands segments, si vous voulez, et j'ai repris, moi, dans les outils, ces mêmes segments-là, de façon à ce qu'il y ait un alignement des données entre les rapports de la SCHL et les outils que j'ai préparés. Donc, le premier segment de marché, ce sont les places standards dans l'ensemble des RPA. Le deuxième segment, ce sont les places standards offertes dans les RPA certifiés. Et le troisième segment de marché, ce sont les places avec soins assidus, donc pour les personnes semi-autonomes. Les statistiques qui sont dérivées ou qui proviennent de Statistique Canada, qui sont incluses à l'intérieur des outils, sont les suivantes. Le taux d'inflation, le taux d'augmentation des loyers des logements locatifs,
les taux d'augmentation du coût des services eau, électricité et gaz. Alors, ce sont des statistiques qui viennent de Statistique Canada qui sont incluses donc dans les outils. Et ils sont regroupés comment? Ils sont regroupés par année pour l'ensemble de la province, pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec. Les outils maintenant, il y a deux grandes familles d'outils. La première famille d'outils, ce sont ce que moi j'appelle les outils d'analyse du prix des loyers dans les RPA. Et ces outils-là, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de choisir les RPA adaptés à ses besoins et à son budget. Ces outils-là seraient utilisables par des gens qui sont actuellement à la recherche d'une résidence ou qui magasinent le prix d'une résidence. Donc, ce sont les outils pour aller trouver les informations sur les données courantes. Le deuxième type d'outil, c'est le calculateur Résido qui, lui, ce qu'il permet de faire, il permet de faire une projection du coût des loyers en résidence pour l'ensemble de la retraite. Donc, il s'adresse plus aux personnes qui prévoient habiter en résidence plus tard, mais qui veulent être capables de faire une planification du coût des loyers dans leur planification financière de retraite dès maintenant. Donc, avec Résido, ils vont être capables de faire une projection du prix des loyers futurs en tenant compte que on a déjà accumulé l'information sur les prix des loyers actuels et les taux d'augmentation annuels moyens. Alors, donc, en ayant ces informations-là, on est capable de faire une projection du coût à venir. Alors, dans les outils d'analyse, on va donc retrouver les informations là, sur le prix moyen des loyers en RPA, le taux d'inoccupation, taux d'augmentation du prix des loyers, c'est ce qu'on va retrouver, plus les comparaisons avec les statistiques pour les mêmes segments de marché. On va retrouver la comparaison avec les taux d'inflation, taux d'augmentation des loyers, des logements locatifs et le taux d'augmentation du coût des services. En regroupant ces deux types d'informations-là, ces deux sources d'informations-là, ça va nous permettre de faciliter la comparaison du prix des loyers entre les résidences, entre les territoires, et aussi ça va nous faciliter la négociation du prix des loyers et de l'augmentation du prix des loyers. Alors, c'est des outils là, qui sont faits pour aider à la négociation, au magasinage et au choix. Dans le calculateur Résido, alors, on va être capable de faire la planification des frais de logement pour l'ensemble de la retraite. Alors, le calculateur Résido va nous inviter à découper notre retraite en périodes de façon à ce qu'on puisse isoler les segments ou les périodes de notre retraite où on va habiter dans un type de résidence donné, puis dans un autre type et enfin dans un autre type, donc dans 3 types de résidences différentes. Alors, on va être capable pour chacune des périodes de bien indiquer nos revenus, nos dépenses de logement et le pourcentage des dépenses de logement par rapport aux revenus. Donc, le ratio de dépenses de logement par rapport aux revenus est intéressant parce qu'on le voit varier d'une période à l'autre et ça change de façon importante au moment où on passe en résidence. Et ça va nous permettre aussi de transférer les résultats qu'on va avoir calculés avec Résido, les transférer dans notre planification financière de retraite. Pour les gens qui utilisent Marathon, bien, ils vont pouvoir utiliser les résultats et les transférer dans Marathon. Le calculateur Marathon, là, en résumé, c'est un calculateur que j'ai fait avec Excel. C'est un calculateur de planification financière de retraite. Il permet d'estimer la durée du capital, d'optimiser le décaissement annuel des placements et le transfert de fonds entre les comptes bancaires. Et il permet aussi de faciliter la comparaison de scénarios de retraite. Et pour chaque année, on va retrouver l'ensemble de nos revenus et de nos dépenses régulières. On va trouver aussi les revenus et les dépenses ponctuelles qu'on peut faire à certains moments donnés durant la retraite. Et on va aussi avoir un bilan de nos actifs et de nos dettes. On va aussi avoir l'impôt à payer à chaque année, ainsi que l'évolution des actifs, c'est-à-dire les transferts, les retraits et le solde de nos actifs à chaque année. Alors, les clientèles visées par le projet Résido, alors il y a 2 types de clientèle. Il y a les personnes et les groupes intéressés par le coût des loyers dans les résidences pour personnes âgées maintenant, donc qui pourraient être intéressés à occuper une résidence dans la prochaine année, par exemple.
Première catégorie. Et deuxième catégorie, ce sont les personnes et les organisations qui s'intéressent à la planification financière de retraite, donc qui occuperaient une résidence dans 10, 15 ou 20 ans. Et l'aperçu de la formation que j'offre sur ces sujets-là, alors ce que je vous offre maintenant, là, cet après-midi, c'est ce que j'appelle moi mon module 14 et le module 15 provenant, là, c'est ce que je vous offre cet après-midi, donc la problématique, l'analyse de la situation, ainsi que une présentation générale des outils d'analyse, mais la prise en main de chacun de ces outils-là se fait lors de formations un peu plus longues, là. C'est le module 15, 16 et 17 qui représentent des modules de formation plus longues sur la prise en charge, la prise en main des outils eux-mêmes. Alors, c'est ce que j'offre comme suite. Alors, si jamais ça vous intéresse d'utiliser ces outils-là et d'apprendre à les utiliser lors d'une session de formation, bien, vous pourrez m'acheminer un courriel et on pourra organiser une session de formation. J'en organise en général une fois par année, la formation sur ces sujets-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Est-ce que tu n'as pas de prix disponible sur les tarifs, justement, qu'on retrouve dans les résidences pour personnes âgées? Oui, à l'intérieur des outils, on va retrouver les prix par territoire, par région, par type. C'est ce que je vais vous montrer un exemple tantôt. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Oui, j'en ai une, C'est oui. que mon micro était fermé. Oui. En général, Bernard, là, quel est le pourcentage de notre revenu doit-on prévoir pour se loger? Bien, ça dépend de votre revenu, Mme Giroux. On ne peut pas faire de projection parce que quelqu'un qui a un revenu de 100 000 va avoir par exemple, annuel, va avoir un pourcentage qui va être très différent de quelqu'un qui a un revenu de 50 000 pour la même résidence. Je sais, mais quelle est la base, là? Supposons que j'ai 30 000 par année de revenus, là, 25-30 000, là. Combien en pourcentage je dois prévoir pour me loger? Bien, moi, je vais vous inviter à prendre la formation sur le calculateur Résido. C'est lui qui va vous le calculer. Moi, j'ai fait l'exercice pour moi et je propose aux gens qui s'intéressent à ces questions-là d'apprendre à utiliser ces outils-là et de voir pour eux, pour leur situation, qu'est-ce que ça va être pour eux. Bernard, probablement qu'il y en a plusieurs qui se posent la question. Est-ce qu'il y a un coût pour tes formations? C'est gratuit. Bon. Non, mais c'est parce que... C'est juste pour savoir s'il y en avait qui pensaient que Bernard était en train de vendre quelque chose là, qui était payant. Je vends, dans le fond, je vends le plaisir d'être capable de planifier sa retraite sur le plan financier et de dormir l'esprit tranquille. Non, mais... Je vends la tranquillité d'esprit. Non, mais il me semble que dans le passé, qu'il y avait des tables qui disaient que pour te loger, il faut que tu prévois 25 % de ton revenu. Il me semble que c'était ça l'échelle à un moment donné. Est-ce que ça existe encore, ça? Ce genre de statistiques-là qui sont utilisées par des conseillers financiers, ça existe, mais c'est quelque chose qui est très général. C'est comme une one size fit all. Ça se peut pas. Alors, si on veut avoir quelque chose qui est ajusté pour soi et faire une planification qui tient la route, on doit calculer avec ses propres données. C'est ce que je recommande. Si vous voulez avoir un taux général, allez voir les conseillers, ils vont vous donner ce genre de taux-là qui est général. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est l'information sur quel est le prix actuel. Si vous connaissez le prix actuel des résidences les mieux cotées à Québec, vous allez être capable de dire, bien là, voici, eux, ils ont un taux d'augmentation de 5 % annuel ou 3 % annuel et le prix actuel est de temps. Voici ce que ça va me coûter dans 10 ans et pour les 20 prochaines années. Bien, regarde, là, Bernard. Moi, je connais des personnes qui sont entrées, qui ont prévu que ça leur coûterait 5 000 $ par mois. Puis là, ils sont rendus à 8 000 là. Ben là. Bon, alors, tu sais,
Et c'est la réalité, là. Moi, c'est ça qui m'a été livré comme réalité. On est entré ici, c'était autour de 5 000, et puis là, on est rendu à 8 000. Et il s'est ajouté des augmentations plus des services, là. C'est justement pour ça que j'ai fait le projet Résido, parce que j'ai entendu le même genre de commentaires, Mme Giroux. C'est ça, c'est ça. Et alors, je veux dire, il n'y a pas de limite. Non. L'appétit, est-ce qu'il y a une limite à l'appétit des entrepreneurs? C'est ça. Quand tu es dans une résidence, les gens évaluent à peu près ce que la personne peut valoir. Ils font un peu son historique, puis ils regardent le train de vie des enfants et puis tout ça. Puis là, on s'ajuste en fonction. Mais c'est toujours en fonction d'une hausse de la situation de la personne. C'est très, très bien géré. Aujourd'hui, si tu veux faire un bon placement, tu achètes et tu investis dans des blocs appartements pour personnes âgées. Il y a de l'avenir. Comme placement, c'est très intéressant. C'est ce qui rapporte le plus. Ça va chercher de 10-11 %. Et puis, tu as moins 5 à la banque comme intérêt, c'est pas pire. Ben, peut-être que je peux donner une information additionnelle à ce moment-ci. Normalement, je la donne durant la formation, mais là, je vais vous la donner. C'est que une des règles pour l'augmentation du prix des loyers dans les RPA, c'est que toute résidence qui est un bâtiment neuf n'est soumis à aucune limite d'augmentation. Seules les résidences qui ont 5 ans d'âge ou plus sont soumises aux normes de la Régie des loyers. Alors donc, quand vous voyez des blocs appartements là, neufs, c'est pas pour rien qu'ils s'en construisent autant, c'est parce que c'est très payant les premières années. Ils peuvent augmenter le prix des logements à leur guise. Bernard, le promoteur, après ça, vend le bloc quand il y a des réparations à faire. Ouais. C'est un bon filon, ça. Oui. Alors, je vois que Sylvie, tu as une question. Sylvie, oui. Ouais. Bernard, en plus, il y a des endroits où ça va selon ton revenu. Et en plus, je ne sais pas si vous avez tout le monde vu la même chose que moi. Quelqu'un demandait, moi, ma mère, elle a, disons, 50 000 $ dans un CELI. Et malheureusement, il compte son CELI pour le prix de son logement. Que faut-il faire? Parce qu'elle dit, moi, ça, c'est supposé être mon héritage. Alors, le conseiller lui a dit, madame, avant de rentrer dans la résidence, 2 ans avant, il aurait fallu qu'elle vous fasse un gros don. Imaginez donc. Après, c'est le public qui va payer pour madame. Et sinon, une fois qu'elle est rentrée dans la résidence, ben là, il expliquait dans l'article, c'est une autre façon là, de procéder, mais il faut également que ce soit un don aux enfants. Donc, madame a moins de revenus parce qu'elle a fait des dons. Donc, il y a une partie que c'est le public qui va payer la résidence de madame. J'ai trouvé ça, moi, à tout cas, bien ordinaire. Choquant. Oui. Il y a toutes sortes de pratiques dont on peut entendre des échos à gauche et à droite, des pratiques qui nous inspirent parfois là, des frissons dans le dos. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet qui est un peu délicat et qui mérite peut-être que collectivement, on s'intéresse à la chose et en essayant de voir s'il n'y a pas des alternatives à la dynamique actuelle. Et comme je l'ai mentionné dans les dernières diapositives du diaporama portant sur l'analyse des loyers, je pense que la prise en charge collective de ce problème-là par des regroupements de personnes âgées qui peuvent décider de faire avec de demander des subventions à la SCHL et profiter de tous les programmes de subventions qui sont disponibles, organiser des coopératives, et ça se fait déjà, il y en a déjà quelques-unes au Québec, des coopératives de logement pour les personnes âgées qui font en sorte que le prix des loyers est diminuer de beaucoup et vraiment moins cher. Et les règles de fonctionnement sont établies par le syndicat des propriétaires. Donc, ils ne s'organisent pas pour se fourrer les uns les autres, là. C'est une coopérative d'entraide, finalement. Alors, voilà. Peut-être une question aussi plus méthodologique. Ça m'a peut-être échappé dans la présentation. Est-ce que le modèle repose sur des prévisions, disons, à moyen terme, à 5, 10 ou 15 ans, de l'inflation puis du prix des loyers en RPA? Est-ce que tu as inclus ça dans le modèle?
Oui, ce que j'utilise dans les outils qui font la prévision, le calculateur Isido, j'utilise le taux annuel d'augmentation moyen des 5 dernières années dans le territoire sur lequel on fait la recherche. Alors donc, et aussi, il faut savoir que pour chaque segment, par exemple, le territoire de Sainte-Foy-Sillery, le taux d'augmentation des loyers n'est pas le même pour un studio, pour une chambre privée ou pour un appartement à une chambre ou à 2 chambres. Le taux va varier selon chaque segment. Alors donc, ce taux-là est pris en charge aussi, est pris en compte dans l'évaluation de la projection. Mais ça m'apparaît une des difficultés, par contre, du modèle ou des limites du modèle, parce que présentement, même les économistes les plus chevronnés ne sont pas capables de prévoir les taux d'inflation, puis les taux de rendement aussi sur les placements dans un horizon qui dépasse 3 semaines. Là, on ne sait pas ça va être quoi le taux d'inflation l'année prochaine. En général, on pense que l'inflation va être basse, mais on n'est pas sûr, là, parce qu'avec le plan de 1,9 milliard de Joe Biden, là, il y a plusieurs qui sont inquiets que ça pourrait relancer l'inflation. Si Justin Trudeau embarque avec un revenu minimum garanti où il donne 24 000 $ par année à tous les Canadiens, l'inflation part en orbite. Là. C'est ça qui, moi, le modèle, ce que je comprends, m'apparaît excellent pour se poser les bonnes questions au moment où on se parle, au moment où on prend une décision. Mais de là à savoir ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, si on a le malheur de vivre jusqu'à 104 ans, ça, c'est pas mal plus difficile. Oui. Tu as tout à fait raison. Et cette problématique-là, on la retrouve dans tous les outils d'analyse de planification financière de retraite, y compris ceux que j'ai faits, autant dans le calculateur Signet, dans le révélateur, dans Résido et dans Marathon aussi. C'est la même dynamique. Ce que je fais, moi, dans les outils, c'est que j'ai inclus des outils qui vont faciliter la comparaison de scénarios. Alors, un premier scénario, la stratégie que je propose, c'est de faire un scénario neutre. Le scénario neutre, c'est celui qui reprend les taux annuels d'augmentation moyen des dernières années. On fait une projection là-dessus et on fait ensuite une projection optimiste et une projection pessimiste en faisant varier les indicateurs, donc entre autres le taux d'inflation. Alors, c'est en faisant des projections avec une fourchette pour la projection pessimiste, la projection neutre et la projection optimiste, ça nous permet d'avoir un aperçu de l'envergure de ce qui nous attend. Ça permet d'avoir une envergure des risques, finalement, que chacun peut gérer en fonction. C'est la bonne façon de procéder, effectivement. Je pense que c'est une excellente technique. Alors, c'est ce que j'enseigne dans la formation que je donne. OK. Oui, José? Bernard, si je comprends bien, dans ton simulateur, plutôt que de mettre des taux d'inflation projetés par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude, est-ce que tu fais un peu comme on avait déjà fait dans tes autres simulateurs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut à volonté augmenter, introduire des taux d'inflation fictif, mais qui nous permet de voir jusqu'à quel point notre budget nous permettra, dans le temps, de pouvoir être dans un logement. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder cet angle-là, plutôt que de commencer à faire des spéculations sur quel va être le taux moyen pour les prochains d'inflation pour les prochains 3 ou 4 ans. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est voici mon argent, voici combien j'ai, combien de temps je peux vivre dans un appartement, sachant qu'on peut m'augmenter de 4, 5, 6% en faisant des simulations comme ça. Tout à fait. Parfait. Alors, excellent. Je vois que tu continues toujours à travailler comme du monde. Merci pour ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Est-ce que tu as un simulateur ou un calculateur pour un choix de rester dans la maison actuelle qu'on occupe pour qu'on puisse comparer avec les autres alternatives que tu proposes? José a la réponse. Oui, pour cela, je vais donner une réponse. J'ai moi-même fait un premier simulateur il y a déjà au moins 3-4 ans qui permet justement de regarder combien me coûte ma maison, quels sont les frais que je vais encourir dans les prochains 2, 3, 4, 5 ans pour améliorer et réparer certains vétustés dans ma maison.
Et en fin de compte, est-ce que je serais mieux de vendre ma maison et m'en aller dans un appartement en loyer ou quitte peut-être même d'acheter un petit condo ou quoi que ce soit. Et ça, ce simulateur-là existe, il est gratuit et il se trouve directement dans le site du collectif. OK, c'est celui qu'on avait déjà parlé il y a quelques années, ça? José, est-ce que tu as évalué le coût des services qui permettent de demeurer à ton domicile? As-tu évalué l'assistance d'aide? Non. C'est-à-dire que normalement, le simulateur tient compte des changements ou des réparations à apporter sur la bâtisse et certains éléments qui y a à l'intérieur. Sauf que j'ai introduit des lignes qui pourraient être des dépenses en dehors de ce qui est déjà standard et qui pourrait être, par exemple, le type de service qu'on pourrait avoir, par exemple, lorsqu'on a quelqu'un qui veut couper le gazon, qui doit faire des nettoyages de vitres, passer, faire tout ça. Donc ça, c'est déjà prévu, okay? Mais c'est l'individu, c'est la personne qui veut prendre charge du simulateur de pouvoir les introduire. Donc la réponse est oui, ça existe ou ça le permet de le faire. Tu as introduit des charges à volonté. Et voilà. C'est parfait. Mais l'avantage aussi du simulateur dont parle José, ou des calculateurs, il en a fait plusieurs, c'est que chacun peut introduire les données qui concernent sa situation et obtenir les résultats qui concernent sa situation. Et ça, c'est très parlant. Et c'est ce que moi, j'utilise la même méthode pour les calculateurs que j'ai faits. Ce sont les données de l'usager qui sont prises en compte pour son évaluation à lui. C'est beau. Et les résultats qui sont présentés par les calculateurs de José, les calculateurs là, sur l'habitation. Il y en a un pour les gens qui occupent une maison unifamiliale, un autre calculateur pour les gens qui occupent un condo, un autre pour un logement. Et les résultats peuvent être comparés de l'un à l'autre pour une période par exemple, je pourrais dire, si je vends ma maison en telle année que j'occupe un condo pour les 10 années suivantes, combien ça va me coûter comparé à si je maintiens ma maison pendant 15 ans. Alors donc, on peut faire des scénarios, des comparaisons, des simulations comparées comme ça. C'est fort intéressant. Et le tout peut être placé ensuite dans les calculateurs que moi j'ai fait, le calculateur marathon de planification financière de retraite, et comparer ces scénarios-là et voir pour l'ensemble de la planification, en plus les dépenses de logement étant un des aspects. Oui, José. J'ajouterais ceci, c'est que on peut partir des simulateurs que moi j'ai préparés, déterminer en fin de compte combien va me coûter vivre dans une maison pour personnes âgées à partir de tes simulateurs, et à ce moment-là, calculer si je vends ma maison aujourd'hui ou mon condo, cela me permettrait de vivre combien de temps dans une maison pour personnes âgées. Alors, vous voyez que ce sont tous des bons outils de calcul et d'aide à la décision. Alors, moi, j'applaudis au calculateur qu'a préparé José et moi-même, je les ai utilisés, je dois vous avouer. Et je vous invite à, si vous vous posez le même genre de questions, n'hésitez pas à en faire l'acquisition et l'apprentissage. Ça vaut la peine. S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais vous présenter un aperçu d'un des outils d'analyse du marché des RPA. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Alors, je vous présente un exemple d'un des outils. Je vais préparer mon environnement, si vous permettez. Donnez-moi quelques secondes. Je n'ai pas fait la bonne sélection à l'intérieur de ma présentation. Je vais aller chercher ça. Oui, oui, je l'ai ici.
Si j'ai un auditeur libre, moi. Oh, c'est beau. T'appelles? Comment? Comment il Oui, nous s'appelle? aussi, là. Un autre beau. Ton chat? Un autre beau. Ah, un autre beau. Bon, alors je vais être prêt à vous... Ah, on a un petit minou, c'est bon ça. Je vais être prêt à vous présenter le dernier diaporama que j'ai prévu. En fait, c'est une présentation là, de l'outil, un des outils dont je vous parlais. Alors, je vous présente ça. Vous devriez voir à l'écran maintenant un vidéo, un début de vidéo, et voilà. Et je vous partage à l'instant ce fichier-là. Alors donc, vous devriez voir à l'écran un fichier PDF qui reproduit un exemple de cas traité avec l'outil d'analyse de l'évolution du prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Alors, c'est l'outil qui permet de voir le segment de marché qu'on appelle les places standards. Est-ce que vous voyez ça à l'écran? Oui. Parfait. Alors donc, dans cet outil-là, il y a deux sources d'informations qui sont utilisées. Les rapports sur les résidences de 2015 à 2019, ainsi que les tableaux Cansim sur les statistiques de Statistique Canada. Alors, l'outil d'analyse était fait sur Excel et il comporte plusieurs onglets. Alors, il y a un onglet d'introduction, un onglet qui porte sur les observations, les principales observations que j'ai faites au moment où j'ai fait l'analyse de la situation du prix des loyers dans les résidences. J'ai extrait de ça les observations qui sont pertinentes lorsqu'on fait la recherche d'un loyer dans une résidence. Alors, je les ai toutes agglomérées. Il y a une vingtaine d'observations qui sont agglomérées dans cet onglet-là. Ensuite, on a un autre onglet qui nous permet de sélectionner un segment de marché qui nous intéresse ou encore sélectionner plusieurs segments de marché. Une fois qu'on a sélectionné un ou plusieurs segments, on a des onglets qui nous permettent de constater quel est le prix de loyer pour les segments qu'on a considérés, auxquels on est intéressé. Et on a l'information sur l'analyse du prix des loyers d'un segment ou de plusieurs segments. On a aussi l'analyse du taux d'augmentation du prix des loyers et l'analyse du taux d'inoccupation. Alors, on a donc plusieurs éléments qui vont nous permettre d'avoir une vision assez raffinée du prix des loyers. Alors donc, je vous présente ensuite un aperçu de l'onglet qui porte sur le choix d'un segment de marché. Alors, dans cet onglet-là, les gens vont avoir à inscrire à l'aide d'une liste déroulante le territoire dans lequel ils sont intéressés à faire une recherche. Par exemple, ici, le territoire de Sainte-Foy-Sillery et le type de logement auquel ils s'intéressent. Par exemple, un appartement à 2 chambres. Ensuite, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser les fonctions qui sont un peu plus bas qui nous permettent de choisir plusieurs segments de marché. Par exemple, on a la liste des segments de marché qui sont la même liste qu'on retrouve dans les outils, dans les rapports sur les résidences de la SCHL. Donc, j'ai donc répliqué les mêmes segments qu'eux. Alors, donc, vous voyez les régions et vous voyez les territoires. Comme vous voyez, pour le territoire de Gatineau, ben, il y a 4 territoires pour lesquels on a le prix moyen des loyers. Alors, pour Montréal, on en a une quinzaine. On en a plusieurs aussi pour Montréal, pour la région de Québec, etc. Alors, donc, on peut les choisir. Alors, comment on fait pour faire un choix? Tout simplement, je vais vous montrer ça. Voilà, alors on choisit en inscrivant un X dans une colonne. Alors on dit par exemple, moi je serais intéressé à comparer plusieurs segments, à voir les résultats pour plusieurs segments. Alors je mets un X dans une colonne pour les segments qui m'intéressent. Comme là, je pourrais dire, j'aimerais ça vous comparer les prix pour la RMR de Québec
l'agglomération, la Haute-Ville, Sillery-Sainte-Foy, Beauport, la Rive-Sud de Québec, le secteur Ouest, secteur Est, etc. Donc, je peux choisir les segments avec lesquels j'ai un intérêt pour pouvoir comparer les prix. Une fois que c'est fait, ben là, on peut aller voir le prix des loyers, le prix moyen des loyers pour les segments qu'on a cochés. Donc, dans l'onglet qui nous permet de voir, le premier onglet qui nous permet de voir les résultats pour un segment, vous voyez qu'on a un tableau de données. Alors, on a ici à droite le numéro du segment qu'on a choisi, qu'on veut identifier. Donc, c'est le territoire de Sillery-Sainte-Foy. Et on avait choisi appartement à 2 chambres. Et la région de comparaison, ce sera la RMR de Québec. Alors, le tableau de données est divisé en 2 grandes parties et on a aussi l'information concernant plusieurs années et la moyenne. Alors, on a à droite ici les moyennes pour le territoire qu'on a choisi, donc le territoire Sainte-Foy-Sillery, appartement à 2 chambres. Alors, on a le prix des loyers moyens, le prix mensuel moyen des loyers pour les années et ces prix-là ont comme source la base de données de la SCHL, donc les rapports qui sont là. J'ai converti le prix mensuel en prix annuel, donc c'est une multiplication par 12. On a aussi le taux d'inoccupation des loyers moyens, encore là, ce taux-là, ainsi que le taux d'inoccupation est inscrit dans les rapports de la SCHL et le taux d'augmentation du prix des loyers, c'est une donnée qui est calculée en comparant le prix des loyers d'une année à l'autre pour un même segment de marché. Alors donc, on voit ici les données qui proviennent des rapports de la SCHL dans le premier bloc. Et dans le deuxième bloc, un peu plus bas, on a les données qui proviennent des taux d'inflation venant de Statistique Canada. Donc, on a le taux d'inflation moyen pour chacune des années, le taux d'augmentation des logements locatifs et le taux d'augmentation pour l'eau, combustible et électricité pour chacune des années. Alors, c'est intéressant de voir ça parce qu'on est capable de comparer le taux d'augmentation des loyers pour chacune des années avec le taux d'inflation. Alors, on voit ici là, que, par exemple, le taux moyen d'augmentation des loyers au cours de la période est de 2,4 pour les loyers dans les RPA dans le territoire Sainte-Foy-Sillery. Et si on le compare au taux d'inflation moyen de la RMR de Québec, c'était 1 et le taux d'augmentation des logements locatifs, c'était 1,1 Donc, on peut donc voir que le taux d'augmentation dans les RPA est plus élevé et plus du double que le taux d'inflation et le taux d'augmentation des loyers dans la RPA, dans l'ensemble des logements locatifs. Un peu plus bas, vous avez des graphiques qui reproduisent simplement sous forme graphique les données qui sont présentées dans le tableau plus haut. Alors donc, vous avez dans le premier graphique à gauche le prix des loyers mensuels pour chacune des années, le prix mensuel des loyers dans les RPA, donc pour chacune des années. Ensuite, dans le deuxième tableau au centre, c'est le pourcentage d'augmentation du prix des loyers comparé avec le taux d'inoccupation. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre le taux d'augmentation du prix des loyers et le taux d'inoccupation. Alors donc, le taux d'augmentation des loyers augmente et le taux d'inoccupation diminue. Alors, il y a pas les deux ne se suivent pas, là. Ensuite, les indicateurs de comparaison. Alors, on peut comparer les graphiques qui sont ici avec le taux d'inflation, le taux d'augmentation des logements locatifs et le taux d'augmentation des services d'eau, d'électricité et de combustible. Alors voilà, ça se présente comme ça. Maintenant, la même disposition elle va être utilisée pour reproduire les données pour les 10 segments qu'on a voulu comparer. Alors, vous vous souvenez qu'on avait sélectionné une dizaine de segments pour lesquels on voulait comparer les prix. Alors, dans un autre onglet qui s'appelle l'onglet 10 segments, on a le prix moyen des loyers. On a les mêmes tableaux qui sont reproduits à la suite les uns des autres pour chacun des segments qu'on aura sélectionnés. Alors, donc ici, le segment, c'est le RMR Québec. Alors, il y en aura d'autres. Alors, tout simplement. Alors, il y en aura 10. Là, je ne les ai pas inclus dans ma présentation de ce matin, mais vous voyez que c'est la même disposition. Maintenant, les onglets d'analyse.
Alors, les onglets d'analyse. Voilà. Alors là, mon ordinateur est un petit peu lent à les faire défiler, là. Alors, le premier onglet d'analyse, c'est l'analyse du prix des loyers dans les RPA. Alors, donc, on a ici, dans cette section-là, ou dans cet onglet-là, l'information sur le prix moyen des loyers dans les RPA par région et par territoire. Alors, on en a pour les RPA, l'ensemble des RPA, il y a une centaine de territoires qui sont déclinés dans les rapports sur les résidences de la SCHL. Donc, on va retrouver ça dans cet onglet-là, une centaine de lignes finalement, une ligne par territoire. Alors, pour chaque territoire, on voit le prix mensuel moyen des loyers en 2019, donc la dernière année dans laquelle on a fait notre recherche. On a les prix pour l'ensemble du territoire. On a le prix moyen pour les chambres privées, les studios, appartement à une chambre, appartement à deux chambres. Alors, on les a segmentés par type de logement. Alors, c'est intéressant ça aussi. Ensuite, un peu plus à droite, on a le classement. Alors, si on veut savoir pour un territoire donné, dans quel ordre se situe-t-il en termes de prix? Alors, le prix le moins cher va se retrouver dans le territoire numéro 1 ici. Alors, ici, le territoire numéro 1, on voit que pour les appartements à une chambre et les studios, c'est les territoires de l'île de Montréal-Nord. Par contre, dans le même territoire, l'île de Montréal-Nord, si on considère une chambre privée, bien, on est au 47e rang par rapport à l'ordre des prix. Alors, selon ce qu'on cherche, on est capable de voir si le territoire qui nous intéresse il se situe où dans l'ordre d'augmentation des prix ou dans l'ordre des prix, si vous voulez. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant avec Excel, c'est qu'on peut appliquer un filtre sur une ligne donnée, donc sur la ligne qui correspond au titre des colonnes, on pourrait appliquer un filtre et faire une sélection pour un territoire ou une région donnée et ne voir apparaître que les lignes d'information qui sont pertinentes à notre recherche. Alors ça, vous apprendrez à le faire lorsqu'on aura la formation. L'onglet suivant, c'est une même disposition, mais là, on s'intéresse plutôt au taux d'augmentation du prix des loyers. Donc, c'est la même formule, mais dans les colonnes du centre, ce qu'on voit, ce n'est pas le prix des loyers, mais le taux d'augmentation du prix des loyers de 2015 à 2019. Alors, on a donc les taux d'augmentation qui sont là. Et un peu plus à droite, on a le classement. Alors, selon le taux d'augmentation, vous voyez si le taux d'augmentation est relativement important ou peu important. Alors, donc, pour l'île de Montréal-Nord qu'on a regardé tantôt, on voit que le taux d'augmentation pour une chambre privée est au 82e rang. Donc, ça veut dire qu'il augmente ses frais beaucoup plus rapidement que la moyenne à Montréal-Nord. Alors voilà, ça nous indique le taux, la croissance moyenne des logements, à quoi on peut s'attendre. Ensuite, on a également l'information sur les taux d'inoccupation. Alors, les taux d'inoccupation vont intéresser les personnes qui se recherchent un loyer actuellement et ça reflète l'état du marché. Alors, même pour les propriétaires de résidence, lorsqu'ils voient qu'un taux d'inoccupation est très bas, ça veut dire qu'ils ont plus de chances de louer leur logement. Et si le taux d'inoccupation est très élevé, ça veut dire qu'ils ont moins de chances de louer leur logement. Alors, en conséquence, ils sont peut-être plus négociables pour ce qui est du prix du logement. Alors, vous voyez un peu, ça peut servir à négocier le prix du logement aussi, là, cette information-là. On l'a donc toujours listé par territoire et c'est fait de la même façon. Donc, c'est facile à se repérer d'un onglet à l'autre. Alors, c'est la présentation des outils d'analyse des marchés. Il y en a 3 qui sont faits sur le même principe. Un pour les places standards, un autre pour les résidences certifiées et un autre pour les places avec soins assidus. Je vais terminer l'enregistrement de ceci et je vais
Oui. Alors, j'ai terminé la présentation. Je vais fermer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de la présentation de cet outil-là? Moi, je n'ai pas de questions, juste des félicitations. Désolé. Ben, je suis content que ça vous ait plu parce que c'est pas dans votre champ d'intérêt principal, mais je vois que même si je vois que ça vous touche quand même parce que vous prévoyez sans doute, vous aussi, là, habiter dans une RPA un peu plus tard. Pas possible. Oui, oui, José, tu as une intervention? Oui, je pense que ce serait extrêmement important que, au fur et à mesure que tu vas raffiner tes outils, tu puisses à un moment donné faire une espèce de synthèse. Et probablement, moi, je vais proposer au CA du collectif que à la rentrée, quelque part avant le début des fêtes, que si tout va bien et que la pandémie nous le permette, ça soit l'objet d'une présentation à tous les membres du collectif. Je pense que ça, c'est un outil qui va permettre justement à bien des gens de s'intéresser à leur avenir par rapport à ce contexte-là. Alors, je pense que si tu es d'accord, on fera cela. À part cela, je voudrais faire simplement un petit commentaire global. Là. C'est que les RPA privés fait l'objet de convoitises des grands fonds de spéculation qui sont ce que j'appelle moi les fonds vautours, qui justement sont en train d'essayer d'acheter toutes les bâtisses en tout cas, certaines bâtisses, les reformer et mettre l'argent là-dedans et ensuite font beaucoup de spéculations avec. Ce n'est pas... le Québec est probablement le mouton noir pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons ici l'Office des loyers qui nous empêche de faire des augmentations à volonté, tandis que dans les autres provinces et dans d'autres pays, je vous parle par exemple dans certains pays comme l'Espagne et l'Italie, il y a des fonds vautours qui ont décidé d'acheter des blocs qui avaient été abandonnés à l'époque de la dernière spéculation de 2008-2010. Et par conséquent, les gens vont aller partir du nord de l'Europe pour aller garder un petit peu plus de chaleur, se garder en chaleur. Et donc, à ce moment-là, s'en vont dans les pays du Sud. Et c'est en train de faire justement des razzias dans certains secteurs de l'Espagne, dans certains secteurs de l'Italie, compte tenu de justement que la vie peut-être coûte moins cher que dans le Nord, mais surtout peuvent absolument amener une clientèle de luxe, d'autant plus qu'ils viennent eux-mêmes, ces fonds-là ont décidé même de venir avec des équipes de personnes qui viennent du Nord, donc elles sont à salaire fixe et peuvent répondre aux habitudes et aux cultures des personnes qui viennent du Nord. Alors, je pense que c'est d'actualité un peu partout et aux États-Unis, ça se fait aujourd'hui depuis très longtemps. José, pour répondre à l'invitation que tu faisais ou la suggestion que tu faisais tantôt pour présenter au collectif l'information sur ce projet-là, on pourra regarder si c'est opportun de le faire. Mais moi, d'emblée, je vais partager le résumé que j'ai déjà présenté tantôt. D'emblée, je peux vous dire que suite à la présentation de cet après-midi, je vais pouvoir ajouter des hyperliens qui vont référer aux enregistrements qui ont été faits cet après-midi, de sorte que tous les éléments seront, ils pourront être vus et mis sur un site Internet en hyperlien. Alors, les gens qui s'intéressent à ça pourront par eux-mêmes voir tous les vidéos les uns après les autres. Ils auront les références aux projets résidaux, aux communiqués, aux blogs et à tous les articles qui sont dans le blog. Il y a une douzaine d'articles portant sur des sujets qui vont aider les gens au moment où ils font le magasinage ou la recherche d'une RPA. Et c'est ainsi que il y a un article portant sur la diffusion des outils et la formation offerte. Donc, ils auront la possibilité de voir par eux-mêmes, de façon individuelle, l'ensemble des éléments qui ont été présentés cet après-midi par eux-mêmes. Et sinon, on pourra faire une présentation collective si tu juges à propos. Je pense que je vais te dire par expérience, c'est que lorsque j'avais mis à la disposition de tous les membres du collectif les
simulateur dont on parlait tantôt, je peux te dire que le succès n'est venu que lorsque j'ai fait la présentation au niveau du collectif en général. Et à ce moment-là, les gens se sont garrochés dessus au moment où ils savaient que ça existait. Alors, ça n'empêche pas qu'on fasse de la publicité et qu'on encourage les gens à aller le regarder. Je pense que ça, c'est... Puis on pourra poser la question à un moment donné, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on fait? Et d'après la réponse, je pense que tu auras encore plus de succès par après, même si les gens peuvent déjà accéder au truc. Oui. On aura le temps d'en discuter. Oui, tout à fait. Ton idée est très bonne, José, de faire une courte présentation, par exemple, du premier bloc que j'ai fait, la présentation du projet Résido avec les hyperliens et tout ça, et laisser les gens ensuite voir ça par eux-mêmes s'ils le souhaitent. On pourra organiser ça d'une façon qui va aider les gens à prendre connaissance de l'ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui. Moi, Bernard, je disais d'abord, Marco, oui. La citation de Jean-Claude, je suis vraiment impressionné par ce que tu as fait. Je me demandais simplement les données sur les loyers moyens que tu as présentés dans ton tableau, à RMR Gatineau notamment. Est-ce que c'était des loyers moyens en général ou en RPA? Les données qui sont incluses dans les travaux que j'ai faits proviennent des rapports sur les résidences pour personnes âgées préparés par la SCHL à chaque année, donc de 2015 à 2019. Alors, ce sont ces éléments-là et qui sont ventilés par région, par territoire, par type de résidence, par type de logement. Donc, c'est vraiment là comme un entonnoir. Comme un entonnoir, c'est ventilé et très, très micro-gradué, si tu veux, là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui. C'est un travail formidable que tu fais, là. Très, très utile aussi. Alors, si vous faites une présentation au niveau du collectif, évidemment, il faut packager ça pour que ça soit comestible, piquer l'intérêt des gens pour aller ensuite sur les sites d'intérêt. Puis, si vous faites la présentation collective, ça serait peut-être bon d'avoir un petit propos là, sur les coops. Parce que la formule coop peut aider beaucoup de gens, je pense, à contrôler tout ça, là. Alors, si vous avez de l'information là-dessus, ça serait utile d'ajouter ça à votre présentation. Il y a peu d'informations disponibles. Il faut les rechercher de façon minutieuse sur Internet. Et les coops étant des organismes à but non lucratif, souvent, ils n'ont pas les moyens d'avoir de bons webmestres. Alors, il faut vraiment faire une recherche. Il y en a très peu. J'ai réussi à identifier des noms de coopératives avec les organismes qui les parrainent, les coordonnées, si on veut pour rejoindre un responsable, mais ça s'arrête là. Il y aura une deuxième recherche d'informations peut-être pour aller chercher de l'information plus précise venant de ceux qui ont déjà organisé une coop de logement pour personnes âgées, de voir comment eux ont procédé. Puis, je n'ai pas fait ce bout de recherche-là. OK. Merci. Moi, oui. je trouve ça bien intéressant d'entendre parler d'un outil, là. C'est bien, puis c'est merveilleux. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de le voir opérer un peu, là. J'aime ça voir une image, là, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça mange. Oui. Alors, vous avez vu un aperçu de la présentation de ces outils-là. Si vous voulez recevoir la formation, mais vous pourrez m'écrire un courriel, puis on pourra vous inscrire à la formation lors du prochain groupe. Et puis, c'est où le prochain groupe? Comment? Moi, je vais dire une chose, c'est que je trouve, moi, j'aurais pas besoin d'une affaire comme ça pour m'organiser, mais je trouve que c'est un outil qui peut être très motivant pour des jeunes personnes qui sont obligées présentement de penser à leur retraite et prévoir de ramasser un peu de sous pour leurs vieux jours. Alors, je trouve que c'est un outil motivateur, moi. C'est la grande qualité que je lui trouve à quelque part. C'est drôle, hein? Ben, tout à fait. Oui, ça peut servir à ça, tout à fait. Oui, moi, je trouve que ça, c'est sa force. Parce que des personnes de notre âge, on est tous organisés, là, nous autres. Mais il reste que je trouve que présenter cet outil-là, ça peut être extrêmement formateur pour des jeunes personnes qu'il faut qu'ils prévoient quelque part, puis
à regarder quelles seront leurs possibilités le moment venu. Alors, je trouve que c'est très, très riche dans ce sens-là. Et puis, je souhaite de tout cœur, Bernard, que tu puisses attirer les jeunes à faire l'exercice pour le plaisir et la formation, l'information que ça donnera à long terme. Merci pour votre commentaire, Louise. J'en prends bonne note. J'espère beaucoup, beaucoup que tu vas avoir du succès. Beaucoup. Merci. Et est-ce que je pense qu'il y avait Jeanne, je pense, Mme Baribeau? Vous vouliez intervenir? Votre micro est fermé. Oui, j'aurais 2 commentaires à faire. Bon, d'abord, félicitations, c'est un magnifique outil, c'est vraiment extrêmement utile. Et puis, ça représente énormément de travail. Vraiment, c'est un cadeau là, que vous nous faites au collectif. Je voudrais poser une question si jamais vous retravaillez sur d'autres statistiques pour votre outil. Pensez-vous que ce serait faisable? Est-ce que les statistiques suivantes existent? Présenter ces données-là, mais en fonction du mètre carré de superficie là, des résidences. Parce que, bien sûr, une chambre, 2 chambres à coucher, un studio, c'est l'essentiel. Ce serait peut-être intéressant, si les statistiques existent, d'ajouter les prix, les valeurs en termes de mètres carrés, de surface occupée. Puis l'autre question, c'est... en fait, cet enjeu-là me fait penser souvent à ce que les courtiers qui sont engagés qu'on peut engager pour trouver un appartement ou un RPA, les courtiers utilisent quelquefois en mètres carrés la valeur projective en mètres carrés d'un logement. Avez-vous entendu parler des statistiques que les courtiers utilisent pour trouver des locations à leurs clients? Pour les RPA, ce ne sont pas des courtiers en location qui sont les personnes de référence, ce sont les conseillers et conseillères en hébergement. Ces conseillers et conseillères en hébergement-là sont engagés par les résidences elles-mêmes, par l'association des résidences. Alors, ils sont rémunérés à commission. Alors, ils sont là pour aider les gens qui sont à la recherche d'une résidence à évaluer leurs besoins, évaluer leur budget et leur proposer, selon leurs intérêts et leurs préoccupations, des résidences qui vont être en harmonie avec à la fois leur budget, leur situation et leur désir de milieu de vie pour les prochaines années. Alors, ce sont les intervenants de première main. Par rapport au prix par mètre carré, ce genre de statistique-là n'est pas intégré dans les outils de la SCHL. Cependant, on peut estimer que un studio est un peu plus grand qu'une chambre simple et un appartement à une chambre est plus grand qu'un appartement à 2 chambres. Alors, on peut y aller comme ça et le prix est à l'avenant souvent en fonction de l'espace occupé et aussi là, des commodités ou des services à l'intérieur de la chambre. Et aussi par le luxe, hein, bien sûr, les services de sécurité qui sont autour, qui sont inclus dans le bâtiment. Si dans le bâtiment, il y a une piscine ou s'il y a toutes sortes de services disponibles ou non. Alors, ce n'est pas le seul point. À titre d'exemple, il y a un des participants à la dernière formation que j'ai donnée qui nous a donné un exemple de prix qui était payé par quelqu'un de sa famille pour lequel il avait fait le suivi financier. Alors, le prix du logement correspondait à environ 42% du prix de l'ensemble des services que cette personne-là avait besoin pour vivre sa période dans un logement. Donc, le logement n'est pas l'unique élément à considérer. Souvent, lorsqu'on fait le magasinage, il faut considérer aussi l'ensemble des services que l'on prévoit consommer au moment où on va habiter dans une résidence. Il faut savoir aussi que les pratiques commerciales des résidences sont assez parfois inattendues, je dirais, là, à ce moment-ci. Exemple, il y a des résidences dans lesquelles vous pouvez louer un appartement sans être obligé d'utiliser les services
de restauration. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un repas ou 2 repas ou 3 repas par jour dans votre forfait. Mais il y a des résidences où c'est impossible d'acheter ou de louer une place dans leur édifice si vous n'achetez pas en même temps le prix des services alimentaires. Alors, vous êtes tenu d'acheter au moins 1 ou 2 repas par jour, multiplié par 365 jours, même si vous allez habiter en Floride 3 mois. Vous comprenez? Alors, c'est aussi ça, là. Le magasinage est assez complexe. Il faut, le prix du loyer étant un des éléments à considérer. OK. Mais il y avait Muriel, mais ça va être non, la dernière parce que non, on a dépassé 4 heures. Je n'ai pas levé la main, ça s'est accroché tout seul. Ah, OK. C'est bon, merci. Ben, merci beaucoup, Bernard. C'est impressionnant. Moi, je n'ose pas utiliser, j'aime pas utiliser le mot admirer, mais ça m'impressionne quand même. Tout ça, il y a du monde travaillant, je trouve. Toi et José, d'ailleurs, dans ces domaines-là. Alors, merci à tous. On a encore 12 personnes, donc 14 personnes en ligne, dont certains ont fermé la vidéo, là. Alors, merci pour votre attention. Si vous me permettez, merci pour votre attention. Et si vous vous êtes intéressé à ces instruments-là, sachez que vous pouvez m'écrire un petit courriel pour m'indiquer que votre intérêt, on pourra organiser une formation éventuellement là, sur les outils qui vous intéressent. Sinon, le prochain groupe qui est prévu être diffusé à compter du mois de septembre prochain. OK. Ça m'impressionne aussi ta générosité à offrir les formations, Bernard. Alors, la prochaine rencontre est le 11 avril. Ce qui est prévu, ben, 11 mai? 11 mai. 11 mai. Répète ça. La prochaine rencontre, c'est le 11 mai. Avril ayant 30 jours, c'est 13 moins 2. Ouais. Puis, ce qu'il y a de prévu jusqu'à maintenant, ça se peut que je ressorte des sujets, du matériel que moi j'ai déjà. Je vais regarder ça. À moins que là, je n'ai pas d'autres présentations en banque, je crois, sauf il y a une présentation de 20 à 30 minutes de Jacques Larochelle qui va être à cette rencontre-là, qui s'intitule « Similitudes suspectes entre 1929 et 2008 ». Alors, ça devrait être intéressant. Bernard, est-ce que tu peux savoir si tu donnes des formations, ça se passerait où, ça? Ça se fait en zoomentiel. C'est bon comme ça? Est-ce que ça répond à votre question, Louise? Oui. On se dit à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Salut tout le monde. Merci, Bernard. Merci à tous. Bernard? Oui. Est-ce qu'il faut que tu me transfères l'animation avant de... En fait, si tout le monde quitte, ce n'est pas nécessaire. Si tout le monde quitte, as-tu besoin de conserver l'animation ou de refaire d'autres présentations? Non, mais... Tout. Non, ça peut rester comme ça. Moi, ça ne me nuira pas là, si tu m'as coordonné pas du tout. l'animation Pas du tout. OK, c'est bon. C'est bien. Au revoir. À la prochaine. Bon.